Allez. Salut personne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve tous les fins de mois pour parler des films que j'ai vus en mars. Enfin là en l'occurrence en mars. Enfin en mars, qu'est-ce que j'ai dit? En mars, voilà, c'est bon. Pourquoi c'est galère? Comparé au mois précédent, j'ai pris des notes enfin pour les films. Premier film que j'ai vu ce mois-ci en salle, c'est HLM Pussy. Et quand j'ai vu l'annonce du film, j'avais pas foncièrement envie d'aller le voir. Et d'ailleurs, j'y suis allé parce que je voulais voir un tout autre film qui était complet au moment où je suis arrivé. Et le seul film qui était dispo ce soir-là, c'était HLM Pussy. Et j'y suis allé vraiment en me disant, bon bah au moins je vais voir un film, mais bon si je vais pas aimer, je serais pas étonné. J'ai adoré ce film. C'est bon, j'ai adoré. C'est donc l'histoire d'un groupe de filles qui vont être témoins d'une agression sexuelle quand même. Et l'une des membres va décider d'ouvrir un compte Instagram pour dénoncer cet abus. Bah c'est vraiment pas mal. Il y a des vraies bonnes idées de mise en scène. Il y a des vraiment bonnes idées de mise en scène, comme par exemple quand un personnage est dans une extrême tension durant une scène, son doigt là, celui-ci, il va être posé contre un lavabo derrière elle, et lié à la pression qu'elle va recevoir, elle va extérioriser cette pression, ce stress qu'elle ressent en serrant très très fort le lavabo. Et en fait, il y a l'ongle, la scène se termine sur l'ongle qui casse d'un coup, net. On voit pas l'ongle cassé, hein, c'est coupure noire directe, mais comme ça touche les ongles, bah j'aime pas ça. C'était terrible pour moi. Alors c'est une scène qui est très efficace et qui franchement fonctionne très bien. C'est une scène qui va revenir après un peu plus tard dans le film et qui va revenir assez intelligemment pour pouvoir répondre à la scène précédente. C'est plutôt bien pensé. Le film est un peu entrecoupé de scènes qui fait des transitions avec des étoiles. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, ça va être un peu casse-gueule de comprendre, mais ceux qui ont vu le film, je pense que vous pouvez assez vite relever cette qualité du film qui est... Putain, c'est assez cool. Le seul bémol, c'est avec ses bonnes idées de mise en scène, bah, c'est qu'en fait, il se répète souvent, il réutilise souvent les mêmes principes de mise en scène. Et à ce moment-là, ouais, ça peut être un peu réticent, mais ça va. Le film est quand même se tient debout, il est correct, notamment dans son écriture, parce que dramaturgiquement parlant, c'est super. C'est vraiment génial hein. Dans ce que les personnages ressentent, dans ce que les personnages vivent et comment ils vont évoluer avec ça. C'est vachement intéressant, c'est super bien fait. La seule chose qui met pas en valeur ça, c'est les dialogues. Parce que comme j'ai dit, hein, vraiment, dramaturgiquement parlant, c'est top. Dans ce que ça raconte, c'est vraiment top. Après, les dialogues sont un peu bateaux. Et notamment tout ce qui concerne les scènes d'un père dans l'histoire, hein, le papa de quelqu'un. Ah, c'est pas terrible. Notamment une scène de pleurs qui est... pareil, génial dans ce qu'elle veut raconter, mais bah, le dialogue rend la scène vraiment ridicule. Et je suis pas sûr que ce soit voulu qu'elle soit ridicule. Donc voilà, c'est peut-être les petits bémols que j'ai avec ce film. C'est... Ah oui, et aussi toute une histoire avec un stage qui est pareil, dramaturgiquement parlant, très intéressant. Je vois pourquoi ils ont choisi le prétexte d'un stage pour raconter ce qu'ils souhaitaient raconter à travers ça. Bah, le problème, c'est que l'élément du stage, en fait, dans le film, il a pas de finalité. Il y a rien. Et c'est pas ce qu'ils souhaitent raconter, au fait que le stage ne se fait pas. C'est pas ça le but. C'est vraiment le film, l'élément du stage est oublié au milieu du film. Quand j'ai oublié, hein, c'est un mot pour dire qu'en fait, il revient pas. Et du coup, il y a un petit côté de ah ben alors du coup, qu'est-ce que vous voulez me raconter? Parce qu'en fait, c'est pas si évident. Je pense pas que le grand public ait réellement compris le principe de l'élément du stage. Il aurait peut-être fallu choisir un autre petit élément. Mais vraiment, c'est mineur quand tu vois que tout le reste du film, putain, c'est super bien écrit. Il y a beaucoup de films qui devraient prendre exemple. Donc c'est vraiment genre je chipote, hein. Il y a vraiment aucun problème. J'adore HLM Pussy. Vraiment, c'était un gros coup de cœur. J'écoute la musique de fin, je l'écoute H24. H24. On va changer de film effectivement et on va parler de La Salle d'épreuve. Le film allemand qui a cartonné dans son pays d'origine et qui vient enfin chez nous. Et ben vous savez quoi? Oui, c'est compréhensible. C'est génial ce film. Alors, le film vraiment dénote par sa mise en scène. Le film se passe dans une école et ça se passe dans la salle d'épreuve, donc qu'entre professeurs et qu'entre adultes. Et une adulte va être victime et un peu témoin d'un vol. Elle va accuser la personne dont elle croit être la voleuse. Sauf que ça va prendre des proportions de dingue, cette histoire. Et pour revenir à pourquoi j'ai adoré ce film, ce qui est la mise en scène, c'est le fait qu'elle se concentre absolument sur ses personnages et que ça raconte quelque chose. Parce que, avant de dire mon interprétation de la mise en scène, bien sûr, parce que ça reste une interprétation, tout le film se concentre sur ses personnages, sa caméra ne regarde que sa caméra. Le décor est toujours en arrière-plan. Et pourtant, c'est pas faux d'avoir un décor de malade mental. Pour ceux qui auront vu le film, les escaliers. Vous voyez ou pas les escaliers qui sont juste gigantesques et ils ont l'air dingues à filmer? Si t'as
un truc à filmer et mettre en valeur H24, c'est quand même ces putains d'escaliers. Ils sont quand même fous ces escaliers. Faut tout de suite les filmer, faut les mettre en valeur. Ils sont tout le temps dans le flou. La seule fois où ils sont nets, c'est vraiment ils sont en bord cadre, en haut à gauche, on les voit à peine parce que c'est même pas l'élément principal du cadre. Ils sont jamais correctement filmés, ils sont toujours en arrière-plan, ils sont toujours dans le flou. Et on pourrait croire que c'est dingue en se disant mais putain mais ils ont jamais profité de ce décor. Mais je pense qu'elle est là justement, l'idée même de la mise en scène, l'idée même que je trouve sublime tout au long du film parce que ça ne concerne pas que les escaliers, ça concerne tout. C'est qu'en fait on se concentre sur le personnage parce que ce que vivent les personnages, c'est pas parce qu'ils sont profs, c'est parce qu'ils vivent dans une société. Oui, on est dans une société. Je sais que ça peut être ridicule dit comme ça, mais parce que le film a vraiment, je pense sincèrement, ce message-là à porter. L'école est seulement un prétexte pour pouvoir suivre l'histoire. Mais en fait, il raconte bien plus grand. Il parle d'une société. Comment des personnages peuvent être accusés à tort, ou comment, avec quel argument, et quelle proportion ça peut prendre. Et qui paye réellement de ses conséquences. Ça concerne les adultes, mais finalement, les conséquences, elles sont vraiment chez les enfants. C'est un film vachement intéressant. Foncez voir La Salle des Profs. C'est génial. Là, j'ai 4 films où genre, j'ai blindé mes notes. Sortie de salle, j'ai adoré ces films. Et puis après, il y en a 2. Il y en a 2, genre c'est 2 lignes. On continue sur Il reste encore demain. Nouveau carton, mais cette fois-ci du côté de l'Italie. Très particulier ce film. Genre, j'ai eu autant de mal à rentrer dedans que j'ai adoré. C'est-à-dire que vraiment, parler de violence c'est extrême, hein, conjugal, avec une comédie musicale ou avec une certaine scène, ouais, ça a été un peu compliqué au début. Mais en fait, je vois ce qu'elle souhaite raconter, je vois la facilité d'Axel qu'elle souhaite amener à son récit, qu'elle souhaite donner à son histoire, surtout quand il y a un peu le contexte de l'Italie. C'est un film d'époque, alors d'époque, hein, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, et pourtant tout ce qu'il traite à travers ce film est encore d'actualité. Et c'est dit par l'utilisation de la musique. Oui, il y a de la musique d'époque, mais il y a énormément de musique contemporaine, surtout la fin du film. Et t'as tout de suite compris que c'était pour clairement dire, oui, c'est encore d'actualité. Et en fait, c'est fou d'avoir dit ça, non pas par un plan qui revient sur l'époque d'aujourd'hui ou je sais pas quoi, mais juste par l'époque de sortie de la musique. C'est assez intelligent. J'ai eu du mal à rentrer dedans parce que je comprenais pas l'entre-deux. J'avais du mal avec ce côté ultra-violence et en même temps, on te fait une putain de comédie musicale, une scène de danse, comédie musicale pendant une violence. Et en fait, j'adore cette scène, hein. Je trouve que c'était très osé de faire ça et elle avait totalement sa place. J'aime énormément le film, j'ai juste un petit bémol. C'est peut-être la pertinence de son noir et blanc. Bah, je comprends pas trop, j'avoue, je trouve pas forcément justifié. Mais écoutez, c'est que ça que j'ai, moi, pour le coup, comme défaut envers ce film. Donc vraiment, il me va amplement ce film. Je le trouve génial. Vraiment, je l'accueille le bras ouvert. C'est autant génial que triste. Voilà. Allez, on va passer au dernier film que j'ai adoré. Allez, let's go. Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Oui, le titre est terriblement long, mais écoute, il est terriblement efficace aussi. Film québécois. J'ai vu ça en avant-première. Le film va sortir là dans quelques jours au moment où je tourne la vidéo. Vraiment, c'est le film qu'il faut pas louper parce qu'en plus, il est pas distribué partout. Foncez voir Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. C'est génial, c'est très très drôle. C'est très très drôle ce film. Et oui, je vais pas le réciter le titre à chaque fois. Je vais vraiment dire le film, ça ira plus vite. Le film est tellement riche. Je ne sais même pas dans quelle catégorie le mettre parce que pour moi, il n'existe pas de catégorie. Beaucoup de gens ont peu catégoriser le film de teen movie parce que oui, on parle d'adolescence tout le long du film, de l'adolescence à l'âge adulte. Mais il n'y a pas que ça. C'est aussi c'est aussi une très grosse comédie. C'est aussi par moments un peu horrifique. C'est une vampire qui, lié à un traumatisme, qui est très drôle, ne souhaite plus tuer pour survivre. Donc elle consomme toujours des pochettes de sang, mais c'est pas elle qui chasse, c'est encore ses parents qui chassent, n'est pas elle. Elle ne veut surtout pas tuer. Sauf qu'un jour ses parents ils en ont marre, ils vont l'envoyer chez sa cousine je crois. Au début j'ai cru que c'était sa sœur mais je crois que c'est sa cousine, qui elle chasse. Et qu'ils l'envoient là-bas parce qu'ils savent que sa cousine elle est tellement vénère, elle est tellement dans l'extrême que bon elle va forcément chasser un moment ou un autre ou l'autre va la forcer. Et donc la vampire qui n'y arrive pas à tuer, elle va croiser sur sa route un suicidaire, quelqu'un qui est dépressif et qui a envie de se donner la mort. Bah est-ce qu'elle le tuerait pas et en même temps elle ça l'aiderait. Le pitch est vraiment bizarre, le pitch est dur à vendre, mais je vous assure que c'est un bonbon ce film. Oui du coup c'est bien un film qui parle d'adolescence, prendre des responsabilités, la pression apportée par la famille, et pourtant le film n'est pas moralisateur. Il aborde différents thèmes avec beaucoup de bienveillance. Il y a une scène dans le film qui concerne une scène de danse, plus chant que de danse. À ce moment-là, j'étais complètement emporté. C'est vraiment, ça arrive en plein milieu du film, mais ça, c'est un pur moment de cinéma. La relation qu'entretiennent les deux personnages, c'est pas une relation amoureuse, et ça fait du bien de voir ça. C'est une vraie relation d'amitié. Et vraiment, il n'y a pas d'ambiguïté tout au long du film. Peut-être à la scène de danse / chant, mais en fait, très vite, le film reprend cette a priori qu'on peut avoir pour tout de suite réimposer le fait qu'ils vont être amis. Ils ne sont pas
amoureux, ils sont amis dans l'histoire. C'est très cool, ça fait du bien, ça donne encore plus envie de suivre l'histoire, parce que du coup je la trouve beaucoup plus crédible, vu qu'elle ne correspond pas à des codes déjà vus et revus et revus et revus et revus. Quand elle utilise des codes déjà vus et revus, c'est souvent pour les détourner, notamment l'âge des personnages. Je ne dis pas plus, je vous laisse découvrir ça dans le film. Il y a une scène qui concerne une chauve-souris à un moment. Et j'aime beaucoup moi les personnages qui sont un peu en opposition. Bon là on a du coup un personnage qui doit tuer pour survivre mais qui refuse de tuer. Et puis de l'autre côté vous avez un personnage qui veut se suicider et qui tue une chauve-souris durant la scène. Et il se fait mais genre défoncer par l'école au niveau du harcèlement, par la directrice de l'école, du fait d'avoir tué la chauve-souris alors qu'il lui abrégeait ses souffrances. C'est le moyen que le film a pour justifier un peu cet acte-là. Et en face, on a donc la vampire qui doit tuer et qui se fait défoncer de ne pas tuer. C'est toujours un truc qui est vachement intéressant. La scène de la chauve-souris, je l'inscris dans le marbre, elle est trop bien. J'espère pas qu'il y a des gens qui ne vont pas l'aimer parce qu'elle est géniale et qu'elle est ultra utile. Foncez voir ce film, c'est génial. Foncez voir ce film. Alors attendez, parce que j'ai peut-être mis encore une dernière note. Le seul petit bémol, parce que je cherche toujours un petit bémol, histoire de toujours pas surrevendre un film, parce qu'il faut, je trouve que c'est aussi ça de rendre une critique crédible, c'est qu'il y a relevé aussi les petits défauts qu'il y a. Et le défaut notamment, c'est en toute fin du film. Il y a un élément qu'on comprend pas au sujet de la mère. Je reste toujours dans le flou pour ceux qui n'ont pas vu le film, et la fin, je la trouve un peu casse-gueule sur le positionnement de la mère dans la situation à la fin du film. Je laisse l'opportunité à ceux qui n'ont pas vu le film de découvrir ce petit élément, qui est pour moi un défaut, peut-être ne le sera pas pour vous. De toute façon, le mieux, c'est de faire son propre avis en allant voir le film. Bon allez, on passe au reste. Le film avait tout pour me plaire, je n'ai pas accroché au film. Et je vais expliquer pourquoi. Le film est beaucoup trop dynamique dans sa première partie, et peut-être un poil trop gamin, quoi. En fait, c'est un film, donc en fait, c'est un personnage féminin qui va passer à travers un miroir pour explorer un monde fou, qui est en fait le monde réel. Alors, je comprends le propos, et c'est un peu le seul propos intéressant du film, je trouve. Parce que tout le reste est un peu... tomate pourrie dans la gueule, H24, et c'est un peu gamin, quoi. C'est aucune, vraiment, il n'y a pas de finesse, hein. Déjà l'allégorie de Alice au pays des merveilles, mais encore ça, c'est pas très grave, vraiment, c'est pas fou, c'est vraiment pas un défaut que je pense qu'on peut relever, mais comment c'est surcuté tout le long, c'est horrible, c'est vraiment bizarre. Puis en plus c'est encore rechapitré, alors que vraiment il n'y avait pas besoin du chapitrage pour comprendre que le film parlait qu'on avait la première partie, la deuxième, la troisième, et avec la quatrième. Oui, il y a 4 parties, ouais c'est ça, il y a 4 parties, et la fin, la morale du film, elle est écrite noir sur blanc. C'est pas pour moi ce genre de film. Encore une fois, pour ceux qui veulent le voir, foncez-y parce que c'est vraiment une expérience différente. C'est vraiment un cinéma à part. Ah, et j'ai vu un autre, mais celui-là j'ai pas envie d'en parler parce que Ferrari. C'est vachement intéressant le fait que ce soit pas un vrai biopic, qu'on s'est concentré sur qu'un seul été, c'est ça? Ouais, on s'est concentré sur qu'un seul été. Ouais, mais en fait, je pense que le film a voulu être abordé de manière ultra réaliste, comme par exemple avec les accidents, mais qui paraissent totalement ridicules. En fait, le film, pour moi, me parle pas tant que ça, et il commence à être intéressant à partir du milieu du film quand on parle d'un deuxième enfant, d'une autre femme. Le film n'est pas pour moi non plus, voilà. On va passer à quelques rattrapages. J'ai rattrapé tous les derniers Dupieux que je n'avais pas encore vus, c'est-à-dire Rubber, Wang, Wang Cops et Non-Film. Écoutez, il y en a que j'ai trouvé vraiment bien, et il y en a d'autres que j'ai vraiment pas trouvé terrible. Écoutez, je vais pas en parler pendant 1000 ans, je vous donne mon petit classement, commençant par mon préféré, en allant jusqu'à celui que j'ai moins aimé. C'est mon petit classement des derniers Dupieux qui me restait à regarder. Mais c'est toujours un plaisir de découvrir ces films. Même quand je les aime pas, je trouve ça toujours intéressant de les visionner. Et c'est même le cas encore avec des films qu'il a sortis dernièrement, hein. Par exemple, Fume et fait tousser, je suis pas fan du tout. Mais alors, pas du tout. C'est vraiment un des moins bien, je trouve. Et inversement, avec Yannick et Incroyable mais vrai, je trouve que ça fait partie des meilleurs. Après, c'est qu'une question de point de vue et d'affinité avec tel film. Foncez voir au moins un Dupieux de votre vie, quoi. C'est vraiment... vous allez pas l'oublier. Le Dupieux. Vous allez pas l'oublier. Oui, j'ai rattrapé forcément un film que tout le monde avait vu mais que j'avais pas vu depuis longtemps, La Liste de Schindler. Vraiment, quand j'ai vu le film, je me suis dit bon, je vais revoir un film sur le génocide juif, je vais revoir un film sur ça. J'avais peur de revoir un peu la même chose en me disant bon, c'est peut-être tonton Spielberg avec une bonne réal et puis basta. Non, même le point de vue de son histoire, elle est vraiment bien, je le connaissais pas. En fait, vraiment, on te montre toujours l'inhumanité qu'il y a de cette période de l'histoire, et en fait on te montre aussi l'humanité qu'il y avait, et le film te prend toujours un peu de revers, te surprend et détourne tes attentes, notamment un passage où les personnages juifs sont arrivés à Auschwitz, se font déshabiller, rentrent dans une pièce et constatent une sorte d'installation de douche et qui met une plombe à venir.
Avant de rentrer, il voyait une cheminée qui dégageait de la fumée. Et ça présageait rien de bon. On s'attend tous à ce qu'il se fasse exterminer. Et pourtant, ce sera pas le cas. Ce sera une vraie douche. À ce moment-là, les personnages ressortent et revoient cette cheminée en sortant de la fumée. Moi, c'est la scène qui m'a le plus marqué, le plus touché, parce qu'il t'a remontré l'horreur sans t'avoir montré l'horreur de ce qui s'est passé. C'est tout aussi terrifiant, tout aussi horrible pour les survivants qui n'ont pas connu ce truc-là et qui, peut-être, leur voisin d'à côté l'a connu. C'est vraiment très très bien la liste de ce film-là. La Belle et la Bête de Jean Cocteau. C'est un putain de chef-d'œuvre ce film. Moi, Jean Cocteau, j'adore son film, il s'appelle Testament d'Orphée. J'aime beaucoup Orphée. Et là, La Belle et la Bête, c'est vraiment genre le film par excellence qui te dit vous êtes dans un conte de fées et toute la mise en scène est là-dedans. Tout est féerique dans ce film et notamment pour un film qui est quand même datant de attendez, je vous dis ça, 1946, la caméra est extrêmement mouvante. Elle bouge tout le temps. Et il y a beaucoup de plans pour un film de l'époque. C'est vraiment ce côté genre vous êtes dans un rêve, alors on vous plonge dans le rêve avec un film qui bouge, qui flotte et qui va régulièrement changer de cadre, de plan. Ce truc de mélange de personnages, d'un acteur qui va jouer plusieurs personnages, qui en fait qui va à la fin du film avoir une utilité. C'est un film qui m'a complètement plongé dans cette histoire, une expérience pure de cinéma pour le coup. C'est un putain d'artiste, vraiment Couteau est un putain d'artiste. J'ai rattrapé Breakfast Club, qu'est-ce que j'ai vu d'autre, Man on the Moon. Moi j'ai vu pas mal de trucs, mais voilà, comme Chien de la Casse que j'ai enfin rattrapé, Tommy en famille qui est vraiment super. Tommy en famille, il y a une scène de coming out que je peux pas la raconter. Mais regardez ce film juste pour cette scène, parce que c'est vraiment génial. J'ai vu The Game, j'ai vu le documentaire Jodorowsky Dune. C'est ultra intéressant, mais je déteste Jodorowsky. Je me souviens-toi l'été dernier que je suis pas fan du tout. J'ai vu Batman le défi, que j'avais pas vu. C'était le dernier Batman qui m'est resté à regarder. Oui, j'ai vu Batman Forever et Batman le Robin avant le défi. Et ben Batman le défi, c'est pas trop mal. Et en même temps, c'est un peu tous les travers de Burton, que je suis pas un grand fan de Burton. Mais c'était vachement intéressant tout ce côté bête en fait dans ces personnages avec les trois personnages principaux qui est Catwoman, Batman et le pingouin et puis l'humain du coup aussi, n'oublions pas que lui aussi est un monstre et voilà, tout était vachement intéressant et puis on va parler du dernier film que je voulais parler dans cette vidéo. J'ai annoncé que je faisais un gros rattrapage de tous les Godzilla en tout début d'année. C'est bien parce que j'ai vraiment vu beaucoup de films Godzilla en janvier et puis en février et ce mois-ci j'en ai pas vu beaucoup et en fait je vais en voir deux ce mois-ci. Je vais voir le Godzilla vs Kong 2, même si je n'ai pas vu le film, parce que ma séance s'est fait annuler de mon avant-première, qui était donc hier, au moment où je tourne, je suis du dimanche, j'avais une avant-première samedi, elle s'est faite annuler. Donc j'ai pas vu ce film, j'ai pu rattraper qu'un film, qui est donc le tout premier Godzilla vs King Kong, l'original. Je crois que c'est 1962, attendez, je vais vérifier. Ouais, c'est ça. J'ai tellement critiqué le Godzilla vs Kong récent américain, puis j'avais pas vu l'original, quoi. Les deux, c'est des merdes. C'est Nanarland. Alors c'est exactement le même synopsis qui est Godzilla de... Alors Godzilla se fait réveiller durant une intervention humaine et on se dit que le seul qui peut l'arrêter c'est King Kong et on envoie King Kong. Mais vous verrez les costumes, vous verrez les FX, c'est d'un kitsch, c'est d'une nullité. Aucune couleur ne va avec une autre. Quand il y a un gros bateau un gros bateau navire américain dans l'eau qui arrive, et il fait pas un gros bruit. On pourrait se dire grave ou un peu impactant, un peu imposant. Non, c'est des ting ting, un truc super aigu, ridicule jusqu'au bout. Les acteurs, ça joue mal. Il y a des blackface. Il y a des japonais blackface dans le film. Alors avec toutes les clichés possibles qui s'accompagnent avec, bien sûr. C'est d'une catastrophe. Ah oui, puis les combats Godzilla vs Kong, on n'en parle pas, il n'y a rien de divertissant. Je veux bien qu'au Japon, c'est dans leur culture d'avoir plus d'hommes en costume, qu'ils acceptent un peu mieux le délire. Je suis d'accord, vu que dans le premier Godzilla, ça fonctionne. Même si c'est un gars en costume, on sait que c'est un gars en costume, mais la caméra, elle est positionnée pour justement quand même combler ce genre-là et quand même qu'on filme un film, on fait un film, donc on filme de telle manière à ce que ça ressemble à un film. Bon là vous oubliez, vraiment c'est filmé comme votre grand-père et grand-mère qui filment vos vacances. Non pas qu'elle ne pourra jamais réaliser de film, c'est absolument pas le cas, juste que elle est en vacances, elle s'embête pas. Elle va pas se démerder à faire une plongée contre plongée, elle va filmer à hauteur des yeux et elle va essayer d'avoir l'ensemble et puis basta. C'est normal.
dans le contexte de les vacances. C'est pas normal dans le contexte d'un putain de film qui doit être normalement un énorme divertissement. C'est un enfer ce film. C'est vraiment genre une des pires merdes que j'ai vues de ma vie. C'est terrible. Oh, c'est terrifiant. L'histoire se déroule devant nous et des fois, il y a un présentateur américain qui sort de nulle part et qui te réexplique à haute voix ce qui vient justement de se passer devant tes écrans, devant toi, quelques secondes avant qu'il apparaisse. C'est insupportable. Et pareil, et la fin, elle finit comme ça en plus. Non, mais c'est un enfer ce film. C'est n'importe quoi. Et Kong gagne. Oui, je spoil, j'en ai rien à foutre. Kong gagne à la fin du film, comme dans le remake américain. Et c'est encore plus nul que le remake américain. D'accord ? Les mecs font des galipettes, ils tombent dans l'eau. Kong s'en va. Et en fait, Godzilla remonte pas. Et le film s'arrête sur ça quelques secondes après. Je regrette de plus en plus mon envie de rattraper tous les Godzilla. Hein. Et voilà, c'était tout pour le récap film et série du mois de mars. Merci à toi de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Je publie 2 vidéos par semaine, donc n'oublie pas de t'abonner, de liker. Et puis, je te dis à plus. Ciao.